Je suis le docteur Afifa Blumjdou, gynéco-sexologue à Rabat, installée depuis un peu plus de 30 ans. Et je vais essayer de vous parler aujourd'hui de l'impact de l'infertilité sur la sexualité du couple. Je voudrais d'abord remercier le Collège marocain. Oui, je voudrais d'abord remercier le Collège marocain de fertilité de m'avoir invité à faire cette communication. Comme ça. Alors, il faut savoir que toute perturbation de la sexualité peut engendrer des complications dans le domaine de la reproduction et inversement, toute difficulté reproductive peut ouvrir les portes à des difficultés sexuelles. La sexualité devient alors une source d'angoisse et de frustration. Il existe également un double lien entre infertilité et troubles sexuels. En effet, près de 10% des couples consultent pour infertilité et dans de rares cas, cette dernière est due à un trouble sexuel. Donc, déjà en introduction, je parle que durant les entretiens, les questions sur la sexualité du couple sont très souvent éludées par les médecins et peu de praticiens se renseignent sur la présence éventuelle de dysfonctions sexuelles pouvant être à l'origine de l'infertilité. Alors que de nombreuses études se sont intéressées à la sexualité des femmes sous contraception, très peu se sont consacrés à la sexualité des couples infertiles durant les parcours de procréation médicalement assistée. Alors, la définition de l'infertilité, c'est la difficulté à concevoir un enfant, la probabilité de survenue d'une grossesse au cours d'un mois ou d'un cycle menstruel chez un couple n'utilisant aucune contraception est de l'ordre de 20 à 25%. On parle d'infertilité en cas d'absence de grossesse, malgré des rapports sexuels non protégés pendant une période d'au moins 12 mois. D'après les données de l'enquête nationale périnatale et de l'Observatoire épidémiologique de la fertilité en France, 15 à 25% des couples sont concernés. Et ces chiffres tombent à 8-11% après 2 ans de tentatives. Alors, je vais vous proposer de mettre une mise au point axée sur ces deux principales problématiques concernant la fertilité et la sexualité. On va parler des troubles sexuels du couple responsables de l'infertilité et l'induction des difficultés sexuelles suite à l'annonce de l'infertilité et de la prise en charge en AMP. Et le praticien en AMP doit connaître l'existence possible de ces troubles afin de les dépister et de pouvoir proposer une prise en charge globale qui à la fois va potentialiser les chances de grossesse ou les restaurer et restaurer un climat sexuel épanouissant. Alors, certains couples consultent pour infertilité alors qu'ils n'ont peu ou très peu de rapports sexuels. Il est important de savoir s'il s'agit d'un couple qui est en crise, avec un évitement de l'intimité et cherchant à avoir un enfant pour des raisons juste de représentation sociale, ou alors s'il s'agit d'un couple en harmonie, avec un réel désir d'enfant, mais avec un intérêt très limité pour la sexualité. De même, il arrive que des couples qui consultent aient un type de sexualité non fécondante. Alors là, ici au Maroc, il m'est arrivé à 2 ou 3 reprises d'avoir des patientes qui sont venues me voir pour infertilité. Et quand je leur demande comment se passait leur rapport sexuel, elle m'a dit on utilise un rapport préservatif, on utilise les préservatifs ou alors mon mari utilise le retrait. Je lui dis il faut arrêter, il faut que votre mari commence à éjaculer à l'intérieur. C'est dire le peu de connaissances et le peu d'éducation basique à la sexualité qu'on peut rencontrer dans notre pays. Il y a les dysfonctions non pénétrantes, et là je parle du vaginisme qui est très fréquent au Maroc. Il touche principalement les femmes qui ont manqué d'informations sur leur anatomie
et sur le fonctionnement sexuel et fonctionnel de leurs organes génitaux. Elles sont généralement vierges puisque ce type de vaginisme débute dès le début de la vie sexuelle. Ce manque de connaissances, ajouté à une éducation sexuelle répressive, les a poussées à nourrir des peurs concernant la pénétration et les douleurs que cette pénétration pourrait impliquer. Elles ont une vision erronée de leur vagin et pensent qu'il est trop petit pour contenir un pénis. Il y a l'éjaculation antéportas, c'est-à-dire avant même toute pénétration, et ça concerne 10% des éjaculateurs précoces. Et enfin, il y a les couples qui ont un intérêt très limité envers la sexualité. Ce sont des couples qui sont asexuels, et cette asexualité aurait une prévalence de près de 1% de la population générale, mais c'est les gros sexophobes. Donc l'interrogatoire précis du médecin est capital et une information concernant la physiologie de la reproduction pourra être bénéfique pour le couple. Alors, je vais parler des dysfonctions masculines. Alors, chez l'homme, il faut savoir que la fertilité chez l'homme est indépendante de sa capacité, est complètement dépendante, de sa capacité à éjaculer en intravaginal, suite à la séquence type désir, excitation, érection, éjaculation, orgasme. La défaillance d'un ou plusieurs de ces étapes peut être responsable d'une infertilité. La dysfonction érectile est une pathologie fréquente chez l'homme. Elle touche 5 à 20% des hommes de moins de 50 ans et elle est parfois tellement sévère qu'elle peut entraîner une incapacité à la pénétration vaginale. Certains hommes souffrent d'anéjaculation. Dans ce cas, il va falloir essayer de distinguer l'éjaculation rétrograde totale de l'anéjaculation percoïtale. L'étiologie de celle-ci est le plus souvent psychologique et elle peut être primaire ou secondaire au désir d'enfant. Et c'est pourquoi une évaluation psychosexologique est recommandée avant tout recours à l'AMP. Contrairement à l'homme, la fonction reproductrice de la femme est physiologiquement complètement dissociée de sa fonction sexuelle. Une femme peut en effet être enceinte sans avoir ressenti ni du plaisir, ni d'excitation, ni même du désir. Cependant, il existe des pathologies sexuelles féminines qui peuvent compromettre le rapport sexuel. J'ai parlé du vaginisme tout à l'heure. Il y a aussi plusieurs femmes qui présentent une diminution de lubrification vaginale et qui utilisent des substances lubrifiantes pendant les rapports sexuels qui peuvent entraver la migration des spermatozoïdes. Et ces femmes, généralement, sont des femmes sexophobes qui n'ont pas de désir sexuel avec une diminution de fréquence des rapports sexuels. Alors maintenant, je vais parler des effets des investigations d'infertilité et du traitement de la stérilité sur la sexualité. Alors, les investigations. La majorité des couples confrontés à une infertilité vivaient une sexualité généralement insatisfaisante. Les raisons évoquées comprennent l'organisation systématique des rapports sexuels, l'intrusion dans leur intimité des médecins et du personnel soignant, et le fait que l'acte sexuel en lui-même serait évocateur de l'infertilité. Dans une étude sur 104 couples après 2 ans d'investigation de fertilité, une diminution de la satisfaction sexuelle et de la vie de couple a été observée. Les investigations et principalement le diagnostic d'infertilité peuvent avoir des conséquences notables sur la sphère psychique et sur la sexualité des couples, la stérilité pouvant représenter une castration symbolique pour l'homme, et autant pour l'homme que pour la femme. L'infertilité au cours des traitements, les troubles sexuels au cours des traitements de l'infertilité. Les traitements en APM imposent souvent des rapports sexuels programmés. La sexualité peut alors perdre sa fonction récréative et devenir une corvée chargée d'angoisse qui se répercute physiquement sur les fonctions sexuelles. Lorsque l'infertilité est liée à la fonction spermatique, l'homme peut également ressentir une perte de virilité qui peut se traduire par des troubles sexuels.
Du côté féminin, la prise de divers médicaments et hormones dans le cadre d'un traitement en PMA contribue également à augmenter le risque de troubles sexuels une fois le diagnostic d'infertilité posé. Alors l'acte sexuel est représenté, symbolisé partout et régulièrement en AMP. Le recueil de sperme est associé à la masturbation. L'insémination artificielle ou même la fécondation in vitro peut représenter le symbole du rapport sexuel. Et ce sont ces actes-là, associés à ces symboliques, qui peuvent être très perturbants pour le couple. Combien de fois ai-je entendu, et tous les médecins qui travaillent en AMP ont entendu en consultation, je ne sers qu'à ça, qu'à donner mon sperme, ou alors je ne peux pas me masturber sur commande. Et là, on se rend compte que l'érection n'est pas quelque chose de mécanique. Et beaucoup d'hommes s'en rendent compte pour la première fois à cette occasion, et ça peut nourrir leur anxiété de performance. De plus, beaucoup stressent sur la quantité de sperme recueilli dans le pot destiné à cet effet. On s'est rendu compte que certains ne donnaient pas leur recueil parce qu'ils avaient honte du volume du produit. À Tenon, entre mars 2017 et mars 2018, sur à peu près 3000 actes de recueil, le service a dénombré 90 échecs, soit près de 2 par semaine. Pour la chef de service, le professeur Rachel Lévy, le sujet n'a rien de drôle. Il ne faut pas galvauder la question du recueil de sperme. Dire que cela ne coûte rien aux hommes est faux. Ils jouent les cadors, mais quand ils se retrouvent devant un petit pot, c'est autre chose. Alors, les traitements de l'AMP à l'origine des dysfonctions sexuelles chez l'homme, faire l'amour sans désir pour une raison médicale fait que l'homme va se sentir comme un étalon, et 20% des hommes ont des difficultés d'éjaculation dans ces circonstances. S'il est responsable de l'infertilité, l'homme va se sentir honteux, atteint dans sa virilité et sa masculinité, voire impuissant, ce qui va entraîner des troubles sexuels. Et des troubles psychologiques liés à ces questions d'infertilité vont entraîner une baisse du taux de testostérone, donc de la libido. L'homme parfois n'ose pas fantasmer pendant les rapports programmés avec sa femme ou le jour du prélèvement de sperme, aboutissant à une absence d'érection ou d'éjaculation. La masturbation pour la récupération du sperme se fait dans un réduit fort peu excitant d'un laboratoire ou d'une clinique et souvent générateur de stress et même souvent de panne. De plus, il semblerait que plus le prélèvement prend de temps, moins la qualité du sperme est bonne. Ça demande à être vérifié parce que je n'ai vu que 2 études là-dessus. De plus, la masturbation est parfois considérée comme honteuse pour certains hommes pour des raisons morales ou religieuses et même parfois impossible. Et l'abstinence de 3 à 5 jours à respecter avant le prélèvement est parfois difficile à supporter pour certains hommes. Maintenant, les troubles sexuels chez la femme. Alors, il y a un sentiment, bien sûr, de culpabilité si c'est la femme qui est à l'origine de l'infertilité. Dans certaines cultures, particulièrement la nôtre, l'infertilité féminine remet en cause l'image sociétale de la bonne épouse. La femme se considère comme sans valeur et son entourage le pense sans vraiment le dire. Et puis généralement, c'est toujours la femme qui consulte en premier pour un problème d'infertilité, c'est jamais le couple. La femme vient en premier et c'est quand on demande à voir le mari que des fois ça pose problème. Et puis ça rassure un peu la femme. Certains examens médicaux sont très intrusifs, comme celui qui consiste à observer comment les spermatozoïdes se déplacent dans la glaire cervicale. Bonjour l'intimité et la discrétion. La femme subit des effets secondaires des stimulations ovariennes, prise de poids, douleur, nervosité, insomnie, bouffée de chaleur, ce qui ne favorise pas la libido. Et enfin, la prise des médicaments dits agonistes de HRH, utilisés dans les traitements en AMP, diminue la libido par création d'une ménopause artificielle et crée une sécheresse vaginale. Des pertes vaginales dues à certains médicaments utilisés sous forme d'ovules peuvent gêner la femme ou le partenaire lors des rapports sexuels.
Le cycle féminin normal est remplacé à chaque nouvelle apparition de ces règles par une forte déception qui suit une période d'espoir. Ces cycles espoir, déception se répètent tous les 28 jours et certains couples finissent par cesser toute relation sexuelle pour éviter ce yo-yo émotif. Les ponctions ovocytaires dans le cadre d'une FIV sont anxiogènes et perturbent la sexualité. Souvent, après l'implantation d'embryons suite à une FIV, les couples n'osent plus faire l'amour de peur de faire échouer l'anidation de l'embryon. Et le transfert d'embryon peut ramener à la symbolique de la mère. Alors, la prise en charge. Des solutions existent pour toutes les difficultés et il sera utile pour remédier de consulter un sexologue, mais aussi un médecin et ou un gynécologue pour les causes organiques et fonctionnelles. Le rôle du sexologue sera de détecter les difficultés, de guider, de conseiller, d'orienter l'homme, la femme individuellement, si nécessaire, mais bien sûr le couple. Il pourra les orienter vers des thérapies douces ou vers des traitements médicaux. Il sera à l'écoute et chacun des membres du couple pourra lui exposer ses doutes, ses interrogations, ses douleurs. Selon le degré d'attraction entre les partenaires, le sexologue pourra proposer un travail sur l'estime de soi, sur le sentiment de culpabilité et d'anormalité. Il saura faire parler le couple de sexualité. Il essaiera de parler au couple de sexualité ludique, du rôle bénéfique des fantasmes nécessaires pour une sexualité heureuse. Il leur conseillera de pratiquer, de varier les pratiques, les positions, les lieux, de voyager, les moments. Et des moments, il leur rappellera que la sexualité sert avant tout à s'aimer et à lâcher prise. Il saura faire comprendre à la femme la souffrance masculine. Effectivement, beaucoup de femmes ne comprennent pas que l'homme puisse souffrir aussi de cette... elles se sentent toujours comme c'est à elles que revient le plus d'interventions médicales, les transferts, les hormones et tout ça. Lui, il n'a qu'à donner son sperme. Les femmes ne perçoivent pas ou elles refusent de voir la souffrance masculine. Le rôle du sexologue sera aussi de motiver le couple à faire une thérapie si elle est nécessaire. Et la consultation d'un sexologue ne remplace pas le traitement médical classique contre l'infertilité, mais c'est une aide complémentaire. Aujourd'hui, la sexualité et reproduction peuvent être complètement dissociées, et en particulier lors d'une AMP. L'infertilité due exclusivement à un dysfonctionnement sexuel est relativement rare, mais le plus souvent non diagnostiquée. On voit des femmes qui sont vaginiques, à qui on prescrit une hystérosalpingographie, par exemple. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que les médecins n'osent pas aborder le sujet, n'osent même pas poser de questions. Et quand la femme dit « Ah ben non, je ne veux pas me faire examiner, j'ai mes règles aujourd'hui », eh ben on la croit et on ne l'examine pas. L'annonce de l'infertilité de son origine, qui implique un ou les deux membres du couple, ne sont pas sans conséquences sur l'estime de soi, mais aussi sur la qualité de vie individuelle, sur la qualité de la relation, ainsi que sur la sexualité. Lors de la prise en charge, la programmation des rapports sexuels par le médecin désérotise l'acte et peut engendrer des dysfonctions. L'hyperstimulation ovarienne contrôlée, les traitements et les enjeux de la tentative ont plus souvent des répercussions négatives sur la sexualité du couple et le recueil de sperme par masturbation au laboratoire peut être une situation gênante et réellement problématique pour certains hommes. Il est nécessaire que le praticien qui prend en charge des couples en AMP connaisse ces possibles troubles sexuels afin qu'il puisse les diagnostiquer et prendre en charge le couple ou l'adresser à un spécialiste, sexologue, psychologue, psychiatre, andrologue. En conclusion, je voudrais dire que pour les couples qui consultent pour infertilité, nous devons, en tant que médecins, pouvoir accueillir les patients sans préjugés, comprendre le ressenti des femmes, des hommes et du couple face à l'infertilité et apprendre à mieux communiquer avec un couple infertile. Il faut savoir décrypter les signaux verbaux et non verbaux, les mots et phrases à proscrire et gérer un patient en stress agressif. Je vous remercie.